Il existe dans la vie des rencontres qui défient la logique, brisent le hasard et semblent écrites entre les lignes du temps. Vous êtes-vous déjà senti comme si quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer avait en réalité toujours fait partie de votre histoire? Cette profonde sensation de familiarité n'est pas une simple coïncidence, et du point de vue de la psychologie analytique, elle révèle quelque chose de bien plus vaste qu'une simple affinité. Lorsque deux âmes sont destinées l'une à l'autre, l'univers conspire en silence, tissant circonstances, synchronicité et miroirs pour les rapprocher, même si elles ne comprennent pas encore pourquoi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce fascinant mystère à travers les enseignements de Carl Jung, explorant comment les forces invisibles de l'inconscient et du cosmos façonnent le retour de ces âmes qui se reconnaissent. Si vous croyez que rien n'est dû au hasard, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance à la sagesse de l'univers. Pour Jung, les rencontres significatives que nous vivons ne sont pas de simples coups de chance, mais des expressions symboliques de processus psychiques profonds. Quand on évoque deux âmes destinées l'une à l'autre, on touche à l'idée de totalité et d'individuation, l'un des piliers de sa psychologie analytique. Chaque individu porte en lui l'élan archétypal de devenir entier, et ce processus d'intégration intérieure se manifeste souvent par des relations qui nous défient et nous complètent. Les liens profonds et transformateurs tendent à éveiller des aspects inconscients de la psyché. L'ombre, qui représente tout ce que nous réprimons ou ignorons en nous. L'anima et l'animus, symbole des aspects féminins et masculins intérieurs. Et la projection qui nous fait voir chez l'autre ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous. La rencontre de deux âmes destinées survient fréquemment quand ces projections se synchronisent, créant un pont puissant entre deux inconscients. Plus qu'une simple union romantique, cette connexion est un appel à la croissance intérieure. L'autre âme apparaît alors comme un miroir, reflet vivant de nos potentiels latents, de nos blessures non cicatrisées et de nos forces oubliées. Jung affirmait que l'univers agit par la synchronicité, ces événements apparemment fortuits qui portent une signification symbolique profonde. Ainsi, quand deux âmes sont prêtes psychologiquement à se rencontrer, l'univers organise silencieusement les circonstances externes pour que ce rendez-vous ait lieu. La relation entre ces deux âmes n'est pas seulement émotionnelle ou spirituelle, mais aussi psychique. C'est un appel à l'individuation par l'expérience de l'autre. Avec Jung, on comprend que le véritable amour n'est pas simplement la fusion de deux êtres, mais le voyage conscient vers la totalité grâce à leur connexion. Lorsque deux âmes destinées se croisent, ce n'est pas d'abord la lumière qui s'allume, mais l'ombre. Au contact de l'autre, nous sommes exposés à des zones intérieures, jusque-là enfouies dans l'inconscient. Selon Jung, l'ombre incarne tout ce que nous rejetons ou ne parvenons pas à accepter en nous-mêmes. Elle contient non seulement nos traumatismes, nos peurs et nos souvenirs refoulés, mais aussi des qualités niées et des potentiels inexploités. Dans la rencontre profonde, cette ombre prend forme et couleur. C'est au cœur de ce processus que l'amour, souvent idéalisé comme une expérience légère et lumineuse, révèle sa dimension la plus transformatrice, la capacité de faire surgir nos blessures cachées. Quand deux âmes reliées énergétiquement se rapprochent, elles fonctionnent comme des miroirs psychiques. Ce que l'autre réveille en nous, qu'il s'agisse de douleur, de colère, d'inconfort ou de fascination, reflète ce que nous portons intérieurement. L'intensité de cette connexion ne naît pas seulement de l'affection, mais de ce reconnaissant silence intérieur. Je connais cette douleur, même si je ne l'ai jamais partagée. Jung soutenait qu'il n'y a pas d'individuation sans affrontement avec l'ombre. De même, il n'existe pas de véritable relation entre âmes, destinée sans ce face-à-face. L'autre, par sa simple présence, active des parts de nous endormis. Souvent, cela se manifeste par des heurts, des blessures non comprises ou des réactions émotionnelles disproportionnées. Mais ces conflits sont des portails. Ils pointent vers des endroits intérieurs qu'il faut voir, accueillir et intégrer. C'est dans cette reconnaissance mutuelle des blessures que l'âme se reflète dans celle de l'autre. Ce processus est inconfortable, et c'est tant mieux. Quand une âme destinée croise notre chemin, elle n'apporte pas seulement de la complicité ou de l'amour romantique, mais une opportunité de guérison. Les blessures de l'autre activent nos propres douleurs et offrent, en même temps, un miroir compatissant. À travers ce reflet, nous sommes invités à descendre dans les caves de la psyché, à visiter les souvenirs de rejet, d'abandon, de peur et d'insécurité. L'âme sœur possède cette capacité parce qu'elle partage le même champ symbolique.
Elle touche nos structures les plus fragiles et ce faisant nous oblige à nous reconstruire. Jung considérait la relation profonde comme une arène sacrée pour l'évolution de l'être. Quand nous fuyons l'ombre, nous projetons. L'autre devient le bouc émissaire de nos insatisfactions ou le sauveur de nos manques. Mais lorsque nous reconnaissons que ce qui nous blesse chez l'autre existe aussi en nous, nous faisons le premier pas vers une lucidité amoureuse. L'ombre cesse d'être un ennemi caché pour devenir une guide silencieuse, nous montrant que la douleur est aussi un chemin vers le retour à soi. Deux âmes destinées ne se rencontrent pas pour se compléter en tant que moitié, mais pour illuminer ensemble ce qui était obscur en chacune. Lorsqu'on intègre cette compréhension, l'amour mûrit. Il n'est plus mu par la carence ou l'idéalisation, mais par un pacte de croissance mutuelle. Les blessures sont alors perçues non comme des obstacles, mais comme des portails de transformation. L'ombre n'est plus crainte, mais intégrée. Et dans ce mouvement courageux, chacun se rapproche davantage de lui-même, et paradoxalement, plus profondément de l'autre. Ainsi, la rencontre entre deux âmes destinées débute dans l'ombre, mais n'y reste pas prisonnière. Au contraire, c'est ce plongeon profond qui permet l'élévation vers un amour plus vrai et conscient. La douleur, lorsqu'elle est acceptée, se transforme. L'autre, lorsqu'il est compris, devient guérison. Et l'amour, enraciné dans la vérité, devient libération. Dans le cheminement d'un amour profond et transformatif, l'union de deux âmes ne se fait pas uniquement sur le plan externe, mais naît d'un travail intérieur d'intégration. Carl Jung nous offre, à travers les notions d'anima et d'animus, une compréhension symbolique des énergies féminines et masculines présentes en chacun. Il estimait que pour qu'un amour véritable se manifeste entre deux personnes, chacune d'elles doit avoir entamé l'intégration consciente de ses polarités intérieures. Quand cela advient, la rencontre avec l'âme sœur n'est pas seulement possible, elle devient inévitable. L'anima représente chez l'homme l'archétype du féminin intérieur, l'intuition, la réceptivité, la sensibilité, la créativité. L'animus chez la femme symbolise l'archétype du masculin intérieur, la raison, l'initiative, la force d'action et la détermination. Jung insistait sur le fait que ces archétypes, bien qu'influencés par le genre, transcendent le sexe biologique et appartiennent à toute la psyché humaine. L'absence de contact conscient avec ces énergies internes conduit à des projections inconscientes, où l'on cherche chez l'autre ce que l'on n'a pas encore intégré en soi. L'amour entre deux âmes destinées naît souvent de cette projection initiale. Un homme projette son anima sur une femme qui le fascine car elle incarne sa sensibilité non développée. De même, une femme projette son animus sur un homme qui exprime la force et la clarté qu'elle n'a pas encore cultivée. L'envoûtement est intense, presque magique. Mais si la relation reste à ce niveau de projection, elle devient instable, frustrante et, en fin de compte, insoutenable. Aucune personne ne peut porter indéfiniment l'image archétypale que l'autre nourrit en elle. Le véritable défi, et appel, est de dissoudre ces projections en conscience, de se tourner vers l'intérieur et d'entamer le travail d'intégration. Un homme qui se relie à son anima apprend à accéder à son empathie, à son écoute et à son monde émotionnel. Il cesse d'exiger de sa partenaire qu'elle porte seule la dimension affective de la relation. Une femme qui accueille son animus développe sa force intérieure, sa clarté et sa capacité à décider en toute autonomie. Elle cesse de chercher chez l'autre une direction que seule elle peut trouver en elle. Quand deux âmes ayant accompli ce travail intérieur se rencontrent, la relation devient une danse d'équilibre. Le masculin et le féminin circulent entre les deux, non comme des rôles figés, mais comme des énergies complémentaires s'exprimant spontanément et harmonieusement. La relation cesse d'être un champ de dépendance et devient un espace d'échange conscient. Chacun reconnaît en l'autre non seulement un partenaire, mais un miroir de sa propre totalité. C'est à ce stade que l'amour touche à l'individuation, ce processus jungien de devenir ce que l'on est en essence. L'autre cesse d'être une source de validation ou de sécurité et devient un compagnon de voyage. Il y a de l'abandon, mais sans soumission. Il y a de l'intimité, mais aussi de la liberté. La relation devient une voie d'expansion mutuelle, où l'amour n'est pas une possession, mais une croissance partagée. À ce niveau, le retour d'âme destinée ne repose plus sur des fantasmes romantiques, mais sur une profondeur psychique qui honore les processus internes de chacun. La présence de l'autre ne sert plus à combler un vide, mais à partager une plénitude. Cette plénitude naît de l'union des polarités internes.
le masculin et le féminin, qui peuvent enfin s'exprimer pleinement dans la relation. Jung nous enseigne que le véritable amour commence à l'intérieur. Pour aimer profondément l'autre, il faut d'abord connaître, intégrer et aimer les parts opposées qui vivent en nous. Ce n'est qu'ainsi que l'on est prêt à reconnaître l'autre, non comme une moitié perdue, mais comme une âme entière résonnant avec la nôtre. L'amour, à ce niveau, transcende l'attraction, les rôles sociaux et même le temps. Il devient un chemin de retour à l'intégrité où deux totalités marchent côte à côte, se reflétant mutuellement la beauté de l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre donner et recevoir, entre être et devenir. Lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, ce rendez-vous ne naît pas d'une succession aléatoire d'événements. Il est tissé silencieusement par des forces invisibles agissant sur des plans plus profonds que l'esprit conscient ne peut atteindre. Pour Jung, ces rencontres portent le sceau de la synchronicité, la coïncidence significative de deux ou plusieurs événements qui, sans lien causal, partagent un sens symbolique commun. C'est dans cet espace subtil entre le hasard et la signification que les âmes se reconnaissent. La synchronicité est la réponse de l'univers à l'état intérieur de la psyché. Quand une âme s'aligne sur sa vérité et son processus d'individuation, les événements externes en reflètent le mouvement. Des situations improbables surgissent, des chemins se croisent, les coïncidences s'accumulent avec une précision quasi magique. Ce qui semblait dû au hasard se révèle être un motif archétypal n'attendant que l'instant propice pour se manifester. Ce phénomène est particulièrement intense quand il s'agit d'âmes destinées. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer quelqu'un par hasard, mais de ressentir au moment précis de la rencontre qu'une force supérieure est à l'œuvre. Jung décrivait ces moments comme des instants où le temps psychologique, le kairos, supplante le temps chronologique. L'univers semble s'arrêter pour permettre à quelque chose de profondément signifiant de se produire. Un regard, une phrase, une mélodie, un lieu, tout peut devenir le catalyseur de ce reconnaissant. La synchronicité agit comme un fil conducteur entre l'interne et l'externe. En nous ouvrant à elle, nous cessons de vivre à la surface des événements pour voir les symboles qui façonnent notre réalité. La rencontre d'une âme destinée est souvent précédée de signes, rêves récurrents, intuitions soudaines, pressentiments. Ce sont les moyens par lesquels l'inconscient nous prépare à quelque chose qui dépasse la logique ordinaire. Nous ne rencontrons pas seulement l'autre par affinité, mais parce qu'en quelque sorte, nous l'avions déjà connu. Nous l'avions rêvé, ressenti sa présence. Jung ne considérait pas la synchronicité comme de la superstition, mais comme une manifestation tangible de l'inconscient collectif, ce champ psychique partagé par l'humanité entière, où résident les archétypes. Quand deux âmes vibrent dans le même champ symbolique, la réalité semble conspirer pour les réunir. Peu importe la distance, les différences ou les obstacles, s'il existe un lien archétypal entre elles, la vie trouve des moyens créatifs et symboliques de favoriser la rencontre. Et ce rendez-vous n'est pas un simple cadeau, mais une convocation. Le plus remarquable, c'est que ces signes ne sont jamais criards. La synchronicité ne s'impose pas. Elle murmure. Elle se glisse entre les lignes, dans les retards qui nous placent au bon moment, dans les livres qui tombent de l'étagère, dans les mots entendus par hasard qui semblent parler directement à notre âme. Le défi est d'être suffisamment présent pour les percevoir. La conscience est le terreau fertile où la synchronicité s'épanouit. Si nous vivons anesthésiés, distraits, elle nous échappe. Mais lorsque nous contemplons le monde avec les yeux de l'âme, tout gagne en profondeur et chaque rencontre devient révélation. Au retour de deux âmes destinées, la synchronicité agit comme un sceau symbolique, un rappel qu'un scénario invisible guide notre chemin. Ce scénario n'est ni rigide ni préétabli. Il s'adapte au niveau de conscience de chacun. Ainsi, une âme peut rencontrer l'autre trop tôt, avant d'avoir la maturité nécessaire et le moment ne tient pas. La synchronicité nous offre les opportunités, mais c'est la conscience qui les rend réelles. Le véritable secret consiste à cultiver ce regard symbolique, cette écoute intérieure qui reconnaît les signes de l'invisible. Ainsi, non seulement nous trouvons l'autre, mais nous comprenons pourquoi nous le trouvons. Et plus important encore, nous découvrons qui nous devons être pour que cette rencontre devienne sacrée. Car la synchronicité, lorsqu'on la comprend, nous rend à la certitude que rien n'est dû au hasard. Et l'amour, à ce niveau, cesse d'être une quête pour devenir une rencontre, guidée non par la précipitation, mais par la sagesse du temps de l'âme.
Le véritable amour ne naît pas du besoin. Il n'apparaît pas pour combler un vide, guérir une solitude ou garantir une sécurité émotionnelle. Pour Jung, l'essence de l'amour authentique est intimement liée au processus d'individuation, ce voyage intérieur que chacun parcourt vers l'intégration de sa totalité psychique. C'est seulement quand nous commençons à devenir entiers en nous-mêmes que nous sommes capables d'aimer l'autre de manière consciente, libre et profonde. À ce stade, l'amour n'est plus une recherche désespérée d'une chose qui nous manque, mais une rencontre entre deux intégralités. L'individuation n'est pas un chemin linéaire ni confortable. Elle exige le courage d'affronter l'ombre, la volonté d'intégrer l'inconscient et la disposition à accueillir à la fois les aspects lumineux et obscurs de notre personnalité. C'est durant ce processus que nous cessons de vivre derrière des masques, des rôles sociaux et des idéalisations. Nous commençons à nous relier à l'autre non plus en fonction de ce qu'il représente ou comble, mais de ce qu'il est dans son essence. Et c'est à ce niveau que le retour d'âme destiné peut vraiment s'épanouir. Lorsque nous sommes fragmentés intérieurement, nous projetons nos manques sur l'autre. Nous attendons que le partenaire nous sauve, nous valorise ou nous complète. Cela engendre des relations marquées par la dépendance, la jalousie, le contrôle et la frustration. Jung prévenait que la projection est inévitable au début de toute relation, mais qu'il faut la dépasser pour permettre un vrai développement. L'âme destinée n'est pas venue nous sauver, mais nous confronter à ce qui reste à résoudre en nous. Et c'est en acceptant ce défi, sans fuir, que l'amour peut devenir chemin d'individuation. Dans ce sens, l'amour devient un véritable laboratoire où se testent nos structures internes. L'autre n'est pas un remède à nos douleurs, mais un miroir qui nous montre où nous sommes encore prisonniers. Quand nous reconnaissons cela, la relation devient un allié sur la route de la connaissance de soi. La souffrance autrefois perçue comme un échec se révèle comme une étape nécessaire à la maturation de l'âme. Et plus nous approchons de notre vérité intérieure, plus nous sommes capables de discerner la vérité de l'autre. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, elles se transforment toutes deux. Dans le cadre de l'individuation, cette transformation est profonde et inéluctable. Le véritable amour ne renforce pas nos illusions, il les dissout. Il ne protège pas notre ego, il le dévoile. Il n'alimente pas nos attentes enfantines, il nous convoque à la responsabilité émotionnelle et à l'autonomie. Et c'est sur cette base qu'un lien durable et significatif peut se construire. Lorsque deux âmes ayant accompli leur chemin intérieur se rejoignent, il n'y a plus de revendication, seulement de la présence. Plus de jeu de pouvoir, juste de l'échange. Plus de peur de perdre, parce qu'il n'y a plus de tentative de possession. La relation devient un espace d'expansion, où chacun grandit non pas malgré l'autre, mais grâce à l'autre. La présence du partenaire cesse d'être une condition de bonheur pour devenir la célébration de notre propre intégrité. Cela ne signifie pas l'absence de défis ou de conflits. Bien au contraire, ils persistent, mais se présentent désormais comme des occasions de croissance, non comme des menaces. L'amour à présent repose sur deux âmes qui savent qui elles sont, qui reconnaissent leurs ombres, qui n'ont pas peur de la solitude et qui, pour cette raison même, peuvent se donner sans se perdre. L'abandon n'est pas fusion, mais communion. L'amour né de l'individuation est silencieux, ferme et serein. Il n'a pas besoin de se prouver ni de s'affirmer en permanence. Il est, point final. Parce qu'il s'est construit sur le socle solide de la connaissance de soi, de l'intégrité et du courage d'être entier. Lorsque cet amour s'épanouit, il guérit non pas en comblant une absence, mais en reflétant une présence, la présence de celui ou celle qui s'est enfin rencontré. Ainsi, la rencontre entre deux âmes destinées devient la conséquence naturelle de deux processus d'individuation menés en parallèle. Et à ce stade, l'amour se transforme en ce qu'il a toujours dû être, un chemin de liberté, de vérité et de transformation partagée. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les mystères du retour de deux âmes destinées. Guidés par les enseignements de Carl Jung, nous avons compris que ces rencontres ne sont pas des coïncidences romantiques, mais des manifestations profondes de l'inconscient en quête de totalité. L'ombre que l'autre révèle, les énergies d'anima et d'animus qui s'entrelacent, les signes synchroniques de l'univers et le processus d'individuation qui soutient le véritable amour, tout cela forme un champ sacré où l'amour cesse d'être désir pour devenir conscience. L'univers n'unit pas les âmes pour qu'elles se complètent, mais pour qu'elles avancent ensemble vers leur complétude.
Cet amour ne naît pas de la carence, mais de la maturité. Il n'est pas projet, mais miroir. Quand deux âmes se rencontrent à ce niveau, elles ne se contentent pas de se reconnaître, elles s'éveillent. Si ce contenu a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui est en train de se lancer à l'écran. Elle est la continuation naturelle de ce chemin d'autoconnaissance et de transformation. Votre voyage ne fait que commencer et l'univers, silencieusement, conspire déjà en votre faveur.